Et bah ça y est, normalement, on devrait être en live. Donc bonjour à toutes et à tous ceux qui sont déjà connectés. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit message sur le chat pour savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Ici, là, je vais vous envoyer un petit message. Hop. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Ça a l'air de fonctionner. Top. Ah oui, c'est trop bien. Bon. Alors, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Mais si vous voulez, pour patienter, il y a déjà un sondage. Donc, vous voyez qu'il y a des onglets en bas à droite de votre écran et à côté du chat, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, il y a un onglet questions et vous pouvez poser une nouvelle question et chacun pourra voter sur les questions posées. Donc, ça permet de prioriser à la fin les questions-réponses. Et puis après, vous avez un onglet sondage sur lequel Florence, Léna et moi, on va vous envoyer des petits sondages tout au long de cette session. Et ça permet d'avoir des résultats live qui sont assez intéressants pour rebondir. Donc, je vous invite à déjà répondre au premier sondage qui a été posté. Et moi, je vais voter aussi. Voilà, il y a déjà 5-6 personnes qui ont voté, c'est impeccable. Moi, je vais voter aussi alors. Ouais, avec un peu de billets, mais tu peux voter. Je pense... alors, on va pas attendre évidemment que tous les inscrits se connectent, mais je pense que Léna, tu peux commencer à partager la presse et puis on va se faire un petit tour de table. Moi, je referai un petit point sur les onglets et tout ça quand il y aura un peu plus de monde. Et je pense que le tour de table va faire venir tout le monde. Yes. Impec, c'est bon, on voit bien. Et ben écoutez, je vous laisse vous présenter toutes les deux si vous voulez, et moi je clôturerai la session de présentation, et comme ça je referai un petit topo sur comment fonctionne l'outil avec les petits sondages, les questions, etc. Ok, super. Tu veux y aller? Moi? Bon allez, je commence. Vas-y, démarre Léna. Du coup, bonjour à toutes et tous, et merci Alexandre en tout cas de nous accueillir aujourd'hui. C'est une belle opportunité. Donc Léna Basile, alors moi je suis DRH à temps partagé et puis coach consultante formatrice. J'ai une histoire, on va dire, plutôt RH d'une quinzaine d'années. Et donc, j'ai vécu le job sharing en début de carrière, il y a plus de 20 ans maintenant, ça commence à dater un petit peu, quand j'étais alternante au Crédit Agricole. Et donc, ça a fait écho avec nos enjeux, on va dire, d'aujourd'hui. Et donc, on a créé, il y a quelques mois maintenant, avec Florence, Worksharing, pour justement travailler sur ce sujet du job sharing que l'on va évoquer ensemble par la suite. Voilà, donc très contente d'être là aujourd'hui. Top. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, ravie également. Donc, je m'appelle Florence Pawlowski. Et alors, moi, j'ai 3 casquettes. Donc, je suis manager de transition e-commerce. Et puis, j'ai une casquette de consultante, coach en développement personnel, en communication interculturelle et non violente. Et ma 3e casquette, et qui est celle que je vais encore plus pousser avec Léna, qui est de développer effectivement le job sharing pour la France. Et en fait, j'ai plus de 20 ans d'expérience des directions de marketing et commercial des groupes comme Nestlé et Beiersdorf en France et à l'étranger. Et en fait, le job sharing, je l'ai connu et je l'ai pratiqué, enfin je l'ai découvert et pratiqué en Allemagne chez Beiersdorf. Et ce qui a été une révélation pour moi et qui m'a donné envie de le développer en France avec Léna, parce que je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée pour les salariés et les entreprises, et on est ravis de pouvoir vous faire découvrir ça aujourd'hui ensemble. Trop bien. Et ben merci beaucoup à toutes les deux. Et donc du coup, pour clôturer la session de présentation, moi je suis Alexandre Darbois et je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle YouMoon, qui est une start-up de coaching, donc de coaching en entreprise évidemment. Nous on coach les middle managers avec un format de coaching assez unique, assez innovant. Et pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que en fait on a une communauté de 1400 RH qui nous suivent chez YouMoon, parce que on donne des infos, des nouvelles pratiques, des innovations régulièrement à cette communauté de RH. Et donc on a notamment une newsletter, on poste régulièrement sur LinkedIn, et on a aussi une session par mois avec un webinar lors de laquelle on va parler d'une innovation RH. Et le but, c'est de faire en sorte que
voilà, les RH qui nous suivent, eh ben, ils puissent être informés de ces innovations. Et comme on se connaît bien avec Léna, elle m'avait parlé du job sharing que j'avais expérimenté sans le savoir aussi. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment un super sujet pour les RH. Et donc, c'est pour ça qu'on est tous les trois aujourd'hui ensemble. Et juste avant de démarrer, je rappelle juste comment fonctionne l'outil. Il y a le chat que vous avez dû voir en bas à droite et sur lequel vous pouvez envoyer des messages et on vous posera des petites questions aussi. Il y a un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions pendant la présentation et à la fin, on aura temps pour que Florence et Léna répondent à toutes vos questions. Et puis, il y a un onglet sondage sur lequel on va vous envoyer des petits sondages régulièrement. Vous êtes déjà plus d'une quinzaine à avoir répondu au premier sondage qu'on a posté avant de démarrer, qui est tout simplement « Connaissez-vous le job sharing ?» Et on voit que c'est assez équilibré pour l'instant, donc n'hésitez pas à les répondre. Ça nous aide à rebondir pendant le webi et puis ça donne de l'interactivité. Voilà, et c'est impeccable. Léna et Florent, je vous laisse partir et puis moi j'interviendrai quand c'est nécessaire. Super. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Top. On voulait vous proposer de débuter par quelques chiffres finalement. Oui, parce qu'on est en RH, mais on est aussi drivé par la data chiffrée, hein, on va dire ça comme ça. Donc, on voulait vous demander si ça faisait écho à quelque chose chez vous, ces chiffres, 7%, 34%, 17,4%. 7%, je ne sais pas s'il y en a certains qui ça parle. 7%, c'est finalement le nombre de salariés qui sont engagés dans leur travail aujourd'hui. C'est un chiffre qui a été pris, qui a été travaillé par l'étude de Gallup et qui démontre en fait aujourd'hui finalement qu'on est dans un système, dans un écosystème finalement où les salariés sont pas si engagés que ça, en tout cas manquent de levier d'engagement et donc c'est un sujet pour nous RH et vous devez le vivre toutes et tous au quotidien. Comment on attire, comment on fidélise, comment on engage nos équipes, ça fait partie des enjeux et donc c'est aussi un sujet qu'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui parce que ça fait écho finalement à ce nouveau mode de travail. Ensuite, le 34%, est-ce qu'il y en a qui ont une idée de ce que ça représente, de ce que ça signifie? Je regarde dans le chat, il y a des... N'hésitez pas à mettre votre réponse. 34%, en fait, ça correspond au pourcentage des salariés qui se sentent bien dans leur travail, dans leur emploi. Donc, pareil, c'est des études, c'est des chiffres qui viennent de l'étude Gallup 2024. Il faut avoir en tête, donc c'est des chiffres là de 2020, c'était les données de 2023. Et il faut avoir en tête que c'est en baisse par rapport à 2022. Donc, 34%, c'est pas énorme, c'est quand même qu'un tiers finalement des salariés qui se sentent bien dans leur emploi. Moi, j'avoue que j'étais aussi étonnée et du coup... par le niveau de ce chiffre. Et il faut aussi avoir en tête que quand les salariés se sentent bien, effectivement, sont engagés, ils augmentent plus de 21% leur productivité. Donc, on a quand même un intérêt aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise d'améliorer aussi le bien-être au travail. Et on va voir comment le job sharing est une approche qui est efficace par rapport à ça et qui permet vraiment d'améliorer le bien-être et l'engagement. Léna, le 17,4%. 17,4%, ce sont finalement c'est un chiffre qu'on a pris de d'ARES. 17,4% des salariés français sont à temps partiel en 2023. Et pour votre information, plus finalement une femme sur 4, donc 25% des femmes sont à temps partiel contre 7,8% des hommes. Bon, il reste encore du chemin à parcourir sur la fameuse égalité ou équité. Et on voit bien que les femmes sont plus sujettes à être sur du temps partiel. Mais aujourd'hui, c'est une réalité en entreprise. On voit qu'il y a un taux qui est quand même important de collaborateurs qui font le choix du temps partiel pour tout un tas d'autres raisons. Et notamment, en fait, la raison principale, 25% de ces personnes qui sont à temps partiel, c'est pour s'occuper soit de leurs enfants, soit d'un proche en tant qu'aidant. Donc, c'est aussi des éléments qui sont à prendre en considération avec nos enjeux de dire comment est-ce qu'on arrive à fidéliser, comment on attire, comment on organise aussi finalement le travail avec ces nouveaux besoins, ce besoin d'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, le temps partiel est un enjeu aujourd'hui et le sera potentiellement demain également.
Et après, ce que je voulais ajouter aussi, Léna, c'était par rapport aux personnes qui choisissent de faire du temps partiel. Il y a, comme tu le disais, les personnes qui ont envie de s'occuper de leurs enfants ou de leur famille ou d'un proche. Mais après, il y a quand même 16% des gens qui le font pour avoir du temps libre à côté. Quand même presque 12% qui le font pour des raisons de santé ou de handicap. Et puis, 7% qui le font pour suivre une formation. Donc, plein de raisons. Qui sont effectivement différentes. Enfin, chacun a vraiment ses raisons. Il n'y a pas que s'occuper de ses enfants ou enfin, de sa famille. Il y a plein d'autres raisons. Et je pense que c'est important aussi que les entreprises puissent comprendre les besoins de leurs salariés et puissent les aider aussi à y répondre parce que au final, ça améliore effectivement l'engagement et puis le bien-être au travail. Tout à fait. On voulait vous poser une petite question dans le chat là. Si Alexandre, tu peux la mettre. Ça y est, je l'ai mise. Ah bah super. Qu'est-ce que c'est pour vous le job sharing? Quelle est la définition d'après vous? Qu'est-ce que vous y mettriez derrière? Et je pense que tout le monde ne va pas pouvoir répondre parce que quand vous regardez le sondage, il y a plus de 50% des participants qui ne connaissent pas du tout le job sharing. Donc c'est marrant. Du coup, ça va être hyper utile pour vous d'écouter ce que Léna et Florence vont vous présenter. Alors, je vois, il y a partage d'un salarié entre plusieurs entreprises. Ah, intéressant. Ouais. Partager le travail, partager un même poste à plusieurs. Ouais. Je pense que... Léna, tu veux du coup... Ouais. Alors, pour rebondir sur partage d'un salarié entre plusieurs entreprises, on a une distinction importante à faire entre le job sharing et le temps partagé, qui sont deux modes de travail qui sont finalement assez différents, presque opposés entre guillemets, parce qu'effectivement le temps partagé c'est plus effectivement partage d'un salarié entre plusieurs entreprises, parce que c'est une même personne qui va intervenir par exemple lundi, mardi dans une entreprise, mardi, jeudi, vendredi dans une autre, etc. Donc ça c'est du temps partagé. Le job sharing, c'est effectivement Audrey, t'as bien trouvé la définition. C'est co-exercer une fonction finalement en co-responsabilité, donc à deux sur un même poste. Donc ça peut être effectivement à temps partiel qui se complète, par exemple 50-50, 60-60. Ça peut être aussi des 50-60 ou 70-40. Enfin voilà, tout peut s'imaginer en termes de mode d'organisation du temps de travail. Et ça peut être aussi du 100%. Ça peut être 2 fois, par exemple, à temps plein, sur une même zone de responsabilité, un même job. Donc, on voit qu'effectivement, c'est un petit peu différent et qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler du temps partagé, finalement, que du job sharing en tant que tel. Et alors, oui, du coup, si tu veux... Ah oui, oui. Donc, effectivement, temps partagé. Après, il faut avoir en tête que est-ce que c'est... comme je vois qu'il y avait quand même presque la moitié des personnes qui connaissent pas. Effectivement, en France, c'est pas encore connu, mais c'est pas quelque chose en fait qui est nouveau à l'étranger entre guillemets. Ça existe, ça s'est été lancé dans les années 70 aux États-Unis et aujourd'hui, si on regarde les chiffres à l'étranger, en fait, il y a 31% des salariés qui sont en job sharing aux États-Unis. En Allemagne, il y a 27%, en Angleterre 25%. Donc c'est déjà bien présent à l'étranger. Et moi, je vous dis, je l'ai connu en Allemagne, donc je vois que c'était bien plus répandu. Et en France, en fait, ça a été introduit en 94 par l'entreprise HP, Hewlett Packard, et qui en fait continue à le pratiquer, à le proposer à ses salariés. Mais c'est vrai qu'en fait, en France, voilà, ça reste pas encore très présent. Donc, il y a une belle opportunité pour le marché français, pour les entreprises et les salariés, pour pouvoir le pratiquer au vu aussi de tout le contexte qu'on vous a dit, qu'on vous a donné aussi en amont. Oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que depuis la crise Covid notamment, mais pas que, avec les nouvelles générations aussi, le rapport au travail a changé. On a eu des grosses évolutions sur finalement les attentes, les leviers de motivation et d'engagement des collaborateurs. Donc on a des évolutions sociétales. Tous ces éléments-là font que on recherche, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des solutions, en tout cas comment attirer, comment fidéliser, comment répondre à ces besoins et ces enjeux au niveau de nos collaborateurs. Et c'est aussi finalement de se dire que il peut y avoir un vrai intérêt à travailler le sujet pour les collaborateurs, pour les salariés en tant que tels, parce que ça permet
on va le voir par la suite, tout un tas de bénéfices, mais aussi finalement pour les entreprises qui peuvent y trouver effectivement de la performance, qui peuvent y trouver des éléments qu'on va aussi, on va dire, appuyer tout à l'heure. Mais c'est une vraie opportunité et qui est en lien aujourd'hui avec une maturité du marché qui n'était peut-être pas à ce niveau-là dans les années 90 où ça a émergé en France. Où là, on voit qu'effectivement, il y a une accélération et des changements de mentalité et de pratique. On a vu le télétravail notamment, mais la semaine de 4 jours, les congés limités, enfin toutes ces nouvelles façons de travailler et ce rapport au travail qui a évolué, ce besoin d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, qui amène à repenser et à trouver peut-être des organisations et des modes de travail différents. Alors après, ça va être intéressant en fait de savoir pour qui c'est et quand est-ce qu'on peut faire, c'est intéressant de le faire du job sharing. Donc il y a plusieurs opportunités. La première, alors je sais plus par laquelle on démarre, Léna. Oui, alors on parlait du recrutement des talents. Alors recrutement des talents, on voit tous aujourd'hui en tant qu'RH que notamment nos managers ou nos dirigeants nous demandent de recruter les moutons à 8 pattes, on va dire, 5 pattes. Le job sharing, ça peut être effectivement finalement une solution qui permet de combiner une multi-compétence, enfin 2 profils différents finalement, et de démultiplier des compétences, du potentiel, etc. Et en termes d'attractivité et de réponse à des recrutements complexes, on va chercher toujours le profil qui n'existe pas, ça peut répondre à ces enjeux-là. Après, il y a un deuxième point, on en a parlé un peu tout à l'heure, la parentalité. Alors concrètement, moi, quand j'étais en Allemagne, en fait, ça s'est développé en Allemagne principalement. La première raison, c'était pour aider les jeunes mamans à pouvoir allier finalement travail et puis congé maternité. Il faut savoir qu'en Allemagne, en fait, les mères, elles ont au moins 1 an de congé maternité. Et puis, c'était pas forcément très bien vu en fait de retourner au travail après quand leurs enfants sont petits en fait. En général, elles les gardent jusqu'à 3 ans, enfin même plus. Bon, je crois qu'en Allemagne, ils comprennent pas comment nous on peut laisser notre enfant à 2 mois et demi. À la crèche ou je crois qu'on paraît un peu pour des ovnis. Donc là, on est sur des grands écarts, mais ce qui fait qu'en fait, en général, en Allemagne aussi, les femmes, elles font toute leur carrière avant, donc puis elles ont leurs enfants super tard. Là, avec le job sharing, en fait, ça leur permet de pouvoir avoir effectivement des enfants et puis de reprendre le travail, mais en même temps de pouvoir s'occuper de leur famille et de garder une carrière en fait. C'est ça qui était aussi important pour elles. Et après, ce que j'ai vu aussi et ce qui était super bien chez Beiersdorf, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que c'est pas que les mères en fait qui font du job sharing, mais aussi c'est les pères, parce que aussi en Allemagne, on peut partager en fait déjà le temps de congé maternité-paternité, et après les pères aussi prennent aussi du temps pour pouvoir allier vie pro et puis vie de père de famille. Donc ça, et en France, je pense que pour le coup, c'est une belle opportunité pour plein de mamans qui se disent, ou de pères aussi. J'ai envie de reprendre, mais je voudrais reprendre un temps partiel, mais en même temps, si je travaille à 50% ou 80%, vous savez très bien qu'à 80%, on travaille à 100%, voire 120%, on est payé 80%. Et donc, en termes d'épanouissement et d'équilibre, ça fonctionne pas. Après, oui, vas-y. Ouais. Oui, après, on a le cas des seniors, ou en tout cas des aménagements de fin de carrière, puisque on voit bien que l'âge de la retraite est repoussé. On a de plus en plus à se creuser la tête, à se dire comment est-ce on a perdu. Aussi ces changements. Ces changements. Vous m'entendez là? Oui, on t'avait perdu. Ok, à ces changements sociétaux. Donc, c'est effectivement une opportunité de pouvoir et aménager les fins de carrière avec tout ce qui peut être pénibilité, tout ce qui peut être aussi finalement accompagnement à faire d'autres choses pour les seniors, du bénévolat, du mécénat de compétences, enfin tout un tas de sujets, et aussi l'intergénérationnel. Intergénérationnel, on va pouvoir aussi capitaliser sur l'expérience des seniors qui vont pouvoir transmettre. Donc, c'est vraiment un levier aussi finalement. Un dispositif qui est très intéressant pour gérer l'intergénérationnel et qui permet de capitaliser sur les compétences et voire même les compétences critiques.
On peut avoir des postes où on a des compétences critiques de personnes où on sait qu'ils vont potentiellement partir ou en tout cas qu'ils sont détenus que par une seule personne. Ça peut être voilà des éléments qui peuvent être également un dispositif qui peut être intéressant dans ce cadre-là. Autre, on va dire, moment où pour les personnes pour qui ça peut être intéressant, ça permet vraiment d'améliorer, enfin, de renforcer, on va dire, le leadership au féminin. Je vais vous donner un exemple, pareil chez Beiersdorf en Allemagne. En fait, actuellement, les deux, enfin, la directrice marketing de Beiersdorf Allemagne qui est la plus grosse filiale, on va dire, pour Beiersdorf, c'est Nivea. C'est deux femmes, en fait. Donc elles sont deux, elles sont effectivement, alors elle mère de famille, mais elles sont voilà, deux femmes. Après aussi on peut voir pour pas mal de femmes en fait qui se posent la question, est-ce que je vais pouvoir on va dire combiner, enfin allier mon équilibre en fait et arriver à tenir c'est pas ce niveau mais ce rythme ou pouvoir le faire, c'est un moyen en job sharing de pouvoir le faire, soit entre femmes, soit avec hommes-femmes. Voilà, la mixité peut tout à fait être possible. Et pour encourager justement avoir plus de femmes à des niveaux de responsabilité plus élevés, c'est un moyen aussi pour, c'est pas déculpabiliser, mais rendre, on va dire, ces postes-là plus accessibles, ou qu'elles se disent, oui, je peux y aller en fait. C'est gérable et voilà, ça peut se faire. Oui, ça peut être aussi une opportunité pour casser le plafond de verre, pour aller sur plus de confiance aussi. Quand on est deux, on se booste aussi, on se donne confiance l'une envers l'autre ou l'un envers l'autre si c'est un partenaire, un job partenaire masculin. En tout cas, l'idée, c'est effectivement de se dire que ça décuple. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des chiffres clés qui sont un peu, qui font un peu peur sur les femmes, notamment en se disant qu'une femme, il faut qu'elle ait 80% des compétences sur une annonce pour postuler. Un homme, c'est 40%. Donc, on voit bien qu'il y a un certain, certaines réticences, en tout cas, une exigence forte de la part des femmes. Et ce mode de travail permet justement de casser aussi les croyances, de se donner confiance et d'aller au-delà. Finalement à deux, parce que c'est plus facile aussi d'y aller à deux. On parle de plus en plus des aidants, des salariés proches aidants. Donc, moi, je sais qu'avec ma casquette RH, on réfléchit à comment trouver, combiner, on va dire, l'équilibre et leur permettre à ces collaborateurs qui sont dans une situation d'aidance de pouvoir jongler entre leur vie professionnelle et puis leurs responsabilités personnelles sur ces sujets-là. Le job sharing, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment adapté aussi aux aidants. Ça permet d'avoir du temps, ça permet de déculpabiliser, ça permet de conserver une évolution de carrière et de conserver son poste. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on a sur ces collaborateurs aidants un nombre qui s'accroît. On parle même de génération sandwich. En fait, la génération qui finalement est autant en accompagnement de leurs parents, de seniors, que de leurs propres enfants qui peuvent avoir soit dans la parentalité, soit dans des difficultés à traiter. Donc, cette génération-là est encore plus propice et encore plus besoin de trouver des solutions qui répondent, notamment pour ces salariés-là, potentiellement le travail, c'est un exutoire, c'est leur possibilité, on va dire, de s'aérer, de reprendre de l'oxygène, de se remotiver, etc. Donc c'est un élément très important et on voit bien qu'il y a un vrai enjeu sur les salariés aidants aujourd'hui. Je vois aussi qu'il y a des questions, mais on les traite à la fin de ce point-là, c'est ça, Alexandre, ou... Ah, attends, Alexandre, t'es en... Ouais, pardon. Je disais, ça dépend. Soit ça s'intègre bien dans la partie, soit on la garde pour la fin. Ok. En sachant que comme je fais le timekeeper, ce serait bien que dans 2 minutes, on passe max au témoignage pour tenir le timing. Ça marche, merci. Oui, reprise d'études. Pour vous donner un exemple, en fait, mon binôme, enfin mon tandem, mon binôme de quand j'étais en Allemagne, Thomas, lui, en fait, il a choisi de le faire. Lui, il a pas d'enfant, pas de famille, etc. Mais c'était en fait pour reprendre ses études et pour faire un PhD, donc un doctorat. Et en fait, c'est très intéressant pour l'entreprise parce qu'en fait, il le fait sur un sujet qui après va pouvoir être utile pour Beiersdorf Nivea, notamment par rapport au fait de comment intégrer des personnes qui ont un TDA en entreprise. Et donc après, c'est
typiquement des éléments, des inputs qui peuvent être apportés au RH ou d'autres sujets. Donc ça s'auto-nourrit, c'est-à-dire que la personne à côté continue à se développer et sur d'autres sujets et forcément les amène en entreprise et donne un autre regard. Et reconversion pro, je peux en témoigner aussi, puisque moi ça m'a permis en fait à côté de me former au coaching, à l'accompagnement, au développement personnel, à l'orientation, et donc aussi en fait en tant que manager, j'ai appris énormément de choses sur la gestion des personnes, gestion des émotions, etc. Donc après que j'ai pu mettre en place dans mon job. Donc c'est un plus en fait. Et enfin, on parle du slashing, c'est la multi-activité. On a de plus en plus de collaborateurs qui ont envie d'avoir une activité à côté, qui ont leur propre auto-entreprise, qui peuvent avoir aussi des actions de bénévolat ou dans une association. Enfin voilà, ça répond aussi à ces nouveaux enjeux, on va dire, sociétaux. On avait une petite question pour savoir qui avait déjà expérimenté le job sharing. Je ne sais pas si finalement si on a. Ouais, si le sondage a été lancé et sans surprise, il y a plus de 80% pardon de ceux qui ont répondu qui n'ont jamais expérimenté le job sharing. Il y en a quand même 20% qui l'ont déjà expérimenté. Ouais, et d'ailleurs c'est en train de monter un petit peu. Moi j'ai répondu que je l'avais déjà aussi expérimenté parce que dans les cas qu'on a cités, il y a l'apprentissage. Et du coup, dans des cas d'apprentissage, on a souvent, comme l'entreprise, elle peut pas se permettre d'avoir une personne qui s'en va une semaine ou un mois. Ou moi, dans mon cas, c'était 6 mois parce que c'était une alternance de 6 mois semestrielle. Et du coup, on avait des binômes d'apprentis et ça fonctionnait hyper bien. Mais je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. Exactement, on est dans le même cas. Top. On va passer sur justement là les avantages finalement pour les collaborateurs. Parce que effectivement c'est un mode de travail qui répond à certains enjeux. À votre avis, quels sont les avantages pour les collaborateurs? On va vous laisser répondre et on va pouvoir du coup faire témoigner 2 personnes qui l'ont vécu, qui vont pouvoir nous partager leur expérience justement, qui sont Emmanuel et Virginie. Et je vois dans les questions Pascal qui demande aussi à l'inverse, votre avis, quels sont les avantages pour les entreprises? Mais on va aussi le partager, bien sûr. Ouais, après. Tout à fait. Après, ouais. Et je vois, oui, on peut dire déjà dans les réponses, personnellement, ce serait pour un bon équilibre vie pro, vie perso, plus le fait de pouvoir lancer une activité en parallèle du salariat. Ouais, très bonne raison. Emmanuel et Virginie, est-ce que vous arrivez à monter sur scène du coup pour... Oui. Eh ben, c'est bon. Super. Bonjour Emmanuel, bonjour Virginie. Bonjour à toutes les deux. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va vous laisser rapidement la parole pour que vous puissiez vous présenter comme ça. Très bien. Après, on va vous poser quelques questions. Ouais. Ok. Bon, je démarre du coup. Donc Emmanuel Giancarlotti. Je suis aujourd'hui chef de projet carrière sur le service des alumni de MBS, anciennement Montpellier Business School, récemment renommée. Et donc, j'accompagne les diplômés de l'école dans leur évolution professionnelle à travers toute une gamme de services. Bonjour, donc moi je suis Virginie Bénard. Actuellement, donc je suis responsable de compte à MBS, également Montpellier Business School. Et durant 4 ans, j'étais donc chef de projet accompagnement carrière comme Emmanuel. D'accord, merci Emmanuel et merci Virginie de témoigner aujourd'hui. Alors, en premier, en fait, on voudrait savoir comment vous en êtes venu au job sharing. Oui, alors en fait j'avais ce poste donc de chef de projet accompagnement carrière. J'étais seule sur le poste. Je suis ensuite partie en congé maternité. Emmanuel, durant quasiment 1 an, a fait donc mon remplacement en congé maternité en CDD. Et quand je suis revenue, donc notre direction a décidé de pérenniser le poste d'Emmanuel. Et donc, on était 2 sur ce poste-là. Et donc, nous, tout naturellement, le job sharing s'est mis en place puisque toutes les 2, nous souhaitions continuer à réaliser toutes les missions du poste et intervenir sur tous les projets, tous les publics aussi. Et donc, en fait, c'est une organisation de nous 2 qui a fait que on était 2 à 100% sur le même poste et les mêmes missions. D'accord. Ok.
Et alors, comment ça s'est passé comment s'est passée cette expérience? Parce que vous l'avez fait donc pendant 4 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Ben, vous voulez en parler un peu plus dans votre positive. Oui. organisation? Oui. Alors, on avait une organisation effectivement déjà qui était basée sur des outils communs. Donc, on partageait déjà le même bureau. Nous étions l'une en face de l'autre. Nous partagions une boîte mail commune. Et nous avions, comme l'a dit Virginie, donc fait le souhait d'être les deux sur les mêmes missions, avec l'idée très claire entre nous de se dire que nous étions en expérimentation 6 mois, 1 an sur ce fonctionnement, et que si cela ne nous convenait pas, que cela créait peut-être aux yeux des autres collaborateurs des confusions ou qu'on manquait d'efficacité, on reviendrait, ou même que l'une ou l'autre pouvait ne pas y trouver son compte, on reviendrait sur ce fonctionnement. Tout au long de ce fonctionnement, ce qui a été vraiment la base, ça a été une communication étroite, quotidienne, des reportings réguliers. Ça a été, s'il y a une chose à retenir pour un fonctionnement efficace d'un job sharing, c'est vraiment la communication plus entre les personnes. Et bien entendu, une complémentarité des personnalités, des caractères. Oui, c'est vrai que ça a été clé. Enfin, quand on en a parlé aussi avant, on a bien compris que la communication était importante. Et qu'est-ce que justement, après on reparlera des conseils que vous avez à donner, mais qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez retiré aussi? Alors, énormément de positifs. Nous, on est complètement convaincus par le job sharing, Emmanuel et moi. Encore une fois, parce que beaucoup de complémentarité dans la personnalité, mais énormément positif parce que en fait, on était à 100% toutes les deux. Hein, donc, nous, on était vraiment tout le temps toutes les deux. Et donc, pour nous, en tant que salariés, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, beaucoup d'idées en fait, et beaucoup de projets qui ont été portés alors à deux, sans confusion. On n'était pas tout le temps à deux sur les mêmes missions, les mêmes actions, parce que sinon, bon, évidemment, ça aurait manqué d'efficacité. Mais on va dire que dans les échanges et le fonctionnement quotidien, on a énormément communiqué. Et nous, a posteriori, on pense vraiment, on est convaincus que c'est grâce à ça qu'on a beaucoup innové sur ce poste-là. C'est peut-être des idées que seul on n'aurait pas portées, mais en fait, le fait d'être à deux, ça nous a beaucoup aidé à tester de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouveaux événements, sans rentrer dans le détail de notre poste. Mais on va dire que c'est vraiment ça ça a été ça le positif, tout en ayant beaucoup de rigueur, parce que l'idée n'est pas de se laisser aller à tout faire à deux et de forcément avoir de moins bons résultats par rapport au management. Oui, parce que ça me fait penser à deux choses. Je me souviens quand on avait échangé aussi ensemble, vous parliez, ça vous a permis aussi de mieux gérer la saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y avait certains moments où vous aviez besoin peut-être d'avoir plus de focus sur les entretiens avec les étudiants, etc. Donc là, vous pouvez être à deux, et puis d'autres moments de l'année où il y a un peu moins besoin. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, de pouvoir aussi gérer sur l'année la charge soit de travail ou de mission, ou s'il y a besoin d'avoir un coup de boost. Ça, je trouvais ça intéressant. Et après, en complémentarité, si vous pouviez juste dire les 2-3 éléments sur lesquels vous êtes vraiment, vous êtes complémentaires, vous êtes trouvés complémentaires, pour aussi illustrer, donner un peu un exemple à ceux qui nous écoutent. Oui, alors après, on est complémentaires dans la vision du travail. Oui. Et dans le quotidien, dans la gestion de la charge de travail, c'est vrai qu'on a la même méthode de travail. Et ça, on s'en a aperçu par hasard parce que, encore une fois, quand je suis revenue de congé maternité, je ne connaissais pas Emmanuel, elle ne me connaissait pas. Donc, c'était vraiment le flou les premiers jours. Et en fait, c'est pour ça que nous, ça a hyper bien marché. Mais on est aussi convaincus que ça marche parce que notre méthode de travail était la même, et ça a été un peu le hasard. On pense que ça aurait pas été la même chose si on n'avait pas eu c'était vraiment le même rythme de travail et la même vision. En fait, on a toujours débattu, mais débattu dans le sens positif. Il n'y a pas eu de conflit entre guillemets ou d'accroche entre nous. Oui, et pour compléter ce même rythme de travail, cette même vision.
Et surtout, on a développé beaucoup d'écoute pour pouvoir permettre aussi que l'une et l'autre puissent gérer aussi la partie, je dirais, perso. Et ça, on y reviendra peut-être pour le côté manager, mais c'est très confortable parce que même rythme sur la journée, mais dans le rythme personnel, Virginie arrivait plus tôt que moi le matin et moi, je restais un petit peu plus tard le soir, ce qui me permettait d'avoir une amplitude horaire complète. 24 heures quand même, hein. Donc voilà, c'est aussi ça, les apports. Et bien sûr, pour rajouter enfin, ça a beaucoup apporté d'un point de vue connaissance de soi, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas expérimenté un fonctionnement comme ça, bon, ben, on ne sait pas comment on va, je dirais, dealer avec notre job partner en face à face tous les jours. Donc voilà, ça apprend énormément et ça permet d'avoir aussi, du coup, beaucoup d'humilité. Oui. Et oui, non, vas-y, tu voulais dire oui, du coup, si je rebondis sur l'humilité, en effet, comme on se l'était dit, en fait, les réussites et les victoires, on les vit à deux. Donc, c'est vrai que dans ce qu'on s'était dit, dans l'ego, on est toujours à deux. Donc, c'est pas une personne qui est identifiée. Donc, ça, faut le prendre en compte aussi quand on est sur du job sharing à 100% à deux sur le même poste. C'est que, tout est... Nous, c'était souvent le duo. On n'était pas identifiés comme une personne. Une personne, c'était souvent le duo, etc. Donc, il y a peut-être des personnalités à qui ça convient moins. Ouais. Oui, après, je dirais que c'est pas que pour les postes quand on est 2 à 100%, c'est pour tous les job sharing, effectivement. Oui, voilà. Oui. Et tout à l'heure, Emmanuel, tu disais, par rapport à votre manager, comment ça a impacté en fait la relation que vous aviez avec votre manager, puis comment il l'a perçu, comment il l'a vécu aussi. Qu'est-ce que ça lui a apporté aussi. Oui, le manager, de toute façon, a été témoin de ce très bon fonctionnement puisque, encore une fois, donc, on l'a pas identifié comme tel, on n'avait pas mis de mots. J'ai été confortée dans mon poste, on s'est retrouvés à deux finalement pour peut-être démultiplier les projets au départ. Et donc, le manager a vu un duo qui fonctionnait, qui était autonome, a vu aussi qu'il y avait une continuité des missions. Peut-être tu veux compléter sur d'autres éléments en termes de conflits de travail qui n'avaient pas lieu, donc elle n'a pas eu à gérer ces problématiques, comme disait Virginie, d'ego qui peut y avoir des fois même au sein d'une équipe. C'est assez confortable pour la gestion des absences aussi, vu qu'on se partageait les congés. Bon, le manager, de son point de vue, positif à 100%, bien sûr. Oui, c'est vrai que je pourrais ajouter aussi, par rapport à, je me souviens, notre manager nous avait dit, en fait, on l'a sollicité beaucoup moins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décisions qu'on prenait directement tous les deux, et donc c'est du temps aussi pour le manager, et on va dire une libération d'esprit, je pense plus de sérénité, parce que il y a déjà 2 cerveaux qui réfléchissent avant et qui ont eu le temps de se challenger, etc., pour prendre une décision. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui était un plus. Et alors, si vous aviez des tips ou des conseils à donner pour que pour que le job sharing soit une expérience réussie, vous en avez déjà donné un peu, sur la communication, mais qu'est-ce qu'il y a Oui, bien sûr, la communication, ça c'est vraiment, je pense, le point le plus important. Et puis vraiment dans la continuité. En fait, c'est la communication et la rigueur. Nous, vraiment, avec Emmanuel, qu'on soit en télétravail, parce que parfois on avait des jours de télétravail, des jours de présentiel, qu'on soit en télétravail et en présentiel, on avait vraiment les mêmes rituels. C'est-à-dire que le matin, c'était vraiment du reporting à la demi-journée entre nous pour que tout le monde ait tout le temps l'info et qu'on puisse suivre les sujets et les projets avec le même niveau d'information. Donc, c'est toujours un échange le matin, un échange en début d'après-midi, télétravail, pas télétravail. C'était vraiment la rigueur aussi, je pense, qui nous a et administrativement aussi, j'entends par administrative la gestion de la boîte mail, des dossiers, c'est pas une qui commence à répondre, qui le dit pas, etc., parce que sinon on peut pas s'en sortir. Donc ça a été ça, nous, la clé de la réussite. Et puis de l'écoute. Voilà, de l'écoute. De l'écoute. Ouais. Oui, c'est ce que vous disiez. Et puis aussi l'empathie. Je sais que vous en aviez aussi parlé. Donc ça, c'était un point important. Et alors, on vous avait aussi demandé, est-ce que vous verriez refaire du job sharing, à nouveau demain et même ensemble? Et alors, oui, surtout ensemble. Oui. Oui, bien sûr, 100%.
ça fait une belle conclusion du témoignage parce qu'il faut qu'on passe à la suite pour tenir le timing. Mais du coup, merci beaucoup Emmanuel et Virginie, c'est hyper intéressant. Merci à vous. Et du coup, avoir vos sourires, ça donne envie de tester. C'est clair. Merci beaucoup, merci. Emmanuel. Merci à toutes les deux. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, je crois que Léna et Figi a perdu sa connexion. Eh bien. Léna a perdu sa connexion, mais la prochaine étape, il me semble. Alors oui, on avait. Je regarde un peu le timing. Et alors, il faut que je regarde pour pouvoir partager. Qui était en fait pourquoi faire du job sharing. Alors attends, il faut que je regarde comment je peux partager maintenant moi, parce que c'était Léna qui partageait. Désolée. Je vais juste. Il faut que je regarde. Attends, faut que j'aille en bas, c'est ça, je crois, non? Ouais, t'as un petit bouton partager en bas au milieu. Partager, voilà, partager l'écran. Oui, ouais, allez, partager l'écran. Hop. Et vous me direz quand vous voyez. Est-ce que vous voyez ou pas? Yes, c'est bon. Ouais. Et alors, du coup, je vais continuer. Du coup, je vous vois plus, donc tu me diras quand Léna est revenue. Yes. En fait, comme on l'a vu, et ce qu'on dit déjà un peu Emmanuel et Virginie, c'est au niveau du duo, il y a beaucoup plus de flexibilité, cet équilibre vie pro vie perso. On se dit santé mentale aussi parce que l'air de rien moi je sais que quand j'étais pas au bureau, je savais qu'il y avait Thomas, mon tandem, mon binôme qui était au bureau et inversement, et donc on peut vraiment se libérer pour autre chose. Et ce qui est super, c'est que nous on dit souvent 1 + 1 = 3 parce qu'on est 2 cerveaux à réfléchir et ça donne beaucoup plus que 1 + 1 cerveau, on va dire. Donc je pense que ça c'est un point important. Aussi pour les équipes managées, on a vu en fait ils avaient accès en fait. Alors nous dans notre équipe ils avaient accès à une double expertise parce que moi mon binôme avait eu d'autres métiers et moi voilà d'autres métiers également. Et puis le fait qu'ils puissent se dire pour certaines questions, je sais qu'ils venaient me voir dans l'urgence, il y avait des questions sur lesquelles ils n'étaient pas à l'aise dans la dernière minute et ils savaient que pour Thomas, mon binôme, ils allaient le voir plus pour des réflexions peut-être un peu plus stratégiques, etc. Donc, ils savent chacun à qui s'adresser et je pense que ça, c'est un vrai plus. Le tout, effectivement, c'est d'être aligné. Pour le manager, on en a un petit peu parlé déjà. Donc le côté avoir déjà la double expertise quand on veut recruter quelqu'un, le mouton à 5 pattes, là on a un mouton à 8 pattes concrètement. On a moins de sollicitations, la couverture, etc. On en a un peu parlé. Et il y avait la question dans le. Ah oui, Léna, t'es revenue? Non. Oui. D'accord. Tu veux parler du dernier point du coup et d'ailleurs il y avait la question dans le chat. Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Oui, effectivement, sur la partie entreprise et RH, entre guillemets, on a une continuité d'activité. On en parlait tout à l'heure, il y a une amplitude, il y a une continuité, il y a moins d'absence. Il y a forcément une baisse du turnover parce que les collaborateurs sont plus engagés et plus investis et on peut se projeter aussi à plus long terme. On voit aussi dans certaines études qu'il y a une baisse de l'absentéisme et en prévention en fait de la santé mentale. Donc, il y a moins de risque de burn-out aussi, puisqu'on est sur une charge mentale qui est moins forte. Et puis, avec le fait d'être à deux, ça permet aussi cet équilibre et de pouvoir décompenser et de pouvoir vivre, on va dire, sans la pression, le stress ou en tout cas les enjeux de façon plus sereine. On a parlé de la diversité des compétences, ça fait partie des sujets forcément, on démultiplie le champ et le périmètre est beaucoup plus large. Et puis c'est un véritable outil d'attractivité et de fidélisation. Aujourd'hui, on essaye de trouver en tant qu'RH et entreprise comment attirer, comment fidéliser, comment se différencier finalement d'autres entreprises, de nos concurrents ou autres, et de pouvoir conserver les talents et d'avoir une pérennité dans la gestion des carrières et des talents. Et ça fait partie vraiment aussi des leviers forts aujourd'hui qui peuvent répondre à ces enjeux-là. Alors, justement, le timing aussi, mais oui. Ouais. On voulait vous demander, là, dans le chat, dans le quiz, vous pouvez répondre. Et pour ça, on souhaitait du coup faire intervenir Anne-Laure. Alors, Anne-Laure me disait qu'elle avait. Tu arrives à rentrer sur scène, Anne-Laure, parce que tu avais un peu de difficulté de connexion, c'est ça? Est-ce que ça fonctionne? Alors, elle est pas là. Elle est pas là. En tout cas, elle est connectée, donc à mon avis, elle va pas tarder à monter sur scène, comme on dit.
Là, l'idée, c'était de pouvoir partager justement un témoignage d'une DRH qui est aussi membre de la NDRH et pour avoir sa vision en tant qu'RH de finalement comment est-ce qu'on peut envisager le déploiement, en tout cas, et quel est l'intérêt aussi au niveau RH de pouvoir le développer en tant qu'outil et en tant que outil de développement des compétences et de fidélisation et d'attractivité. Et voilà, Anne-Laure est là. Ah bah super. Bonjour. Je vais arrêter le partage comme ça on verra mieux. On t'entend, Anne-Laure. Très bien. Bonjour à tous. Hello. Bonjour Anne-Laure. Merci d'être avec nous du coup et d'avoir accepté l'invitation. Je te propose de te présenter rapidement en une petite minute pour nous dire qui tu es. Très bien. Déjà, merci pour votre invitation. Donc, Anne-Laure Jouvet, DRH spécialiste en capital humain. Je suis basée à Grenoble et je suis présidente de l'Association nationale des DRH du groupe Dauphiné. On regroupe environ une centaine de professionnels RH. Super, merci. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu as connu le job sharing? Alors, on a perdu Anne-Laure. On a perdu, non? On a perdu Anne-Laure. En effet, elle a peut-être des petits soucis de connexion qui lui font sauter. On va voir si elle revient. Après, je ne sais pas si c'était elle qui m'a appelé ou pas. Je ne sais pas. Est-ce que le temps que Anne-Laure... voilà. Bon, Anne-Laure est revenue. Je suis là, mais le système me sort. Je veux bien parler. Est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as connu le job sharing? Oui, donc en fait, en réalité, moi, je connais le terme depuis vraiment longtemps, puisque j'ai des personnes autour de moi qui le pratiquent en finance et en marketing notamment. Vous avez parlé d'HP tout à l'heure, c'était exactement ça, depuis des années. Et puis certains sont même déjà à la retraite. Donc je connais le terme depuis longtemps. Et en tant que DRH, et puis peut-être avec ta casquette aussi à la NDRH, quelles opportunités, toi, tu y vois pour... l'organisation du travail, l'entreprise des salariés, et puis aussi peut-être quels risques tu identifies? Alors, je vais vous décevoir, mais je ne vois quasiment que des opportunités, en tout cas de mon côté. Pour moi, c'est vraiment le partage des bonnes pratiques. Enfin, on a écouté les témoignages, c'est tout à fait ça. L'expansion des compétences, la réduction de l'absentéisme pour l'entreprise, la motivation, bien sûr, l'entraide. Si vraiment je devais voir un risque, éventuellement, pour moi, ça serait les autres. Ce qu'on appelle les autres, c'est ceux qui vont être résistants au changement. Ça va être certaines sociétés qui n'aiment pas l'innovation sociale. Oui, et par rapport à justement, tu nous disais que tu avais connu avec des personnes qui l'ont vécu. En quelques mots, tu peux nous faire un retour un peu de leur expérience et quels échos tu as pu avoir? Les échos, c'est forcément ça qui m'a donné envie aussi de m'intéresser au job sharing, parce que l'intérêt pour eux, ça va être qu'ils vont pouvoir totalement répondre à leurs besoins d'équilibre vie pro, vie perso, comme ça a été dit également. Le besoin pour ceux qui veulent être multi-activités, beaucoup le réclament, et je trouve aussi également en tant que DRH que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, les temps partiels, etc. On n'en a jamais eu autant. Et puis la notion de liberté qui est devenue un sujet. Voilà, pour nous tous. Oui, c'est vrai. Justement, pour rebondir là-dessus, à quels enjeux RH actuels et managériaux, parce que la ligne managériale est partie prenante de la réussite de ce mode de travail, à quels enjeux ça répond, d'après toi, ce nouveau mode de travail qu'est le job sharing? Si je mets ma casquette de DRH, aujourd'hui, je dirais que ça va répondre à s'adapter à l'évolution du marché du travail, qui, vous le savez tous, a été extrêmement mouvant. Et aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de demandes de pouvoir faire d'autres choses que de travailler. Donc le job sharing, pour moi, ça répond absolument et à 100% à cette demande-là. Moi, c'est l'enjeu que je vois. Vraiment, le principal enjeu, c'est s'adapter à ce retournement de marché du travail. Oui, et on voit que c'est un enjeu fort pour nous, RH, de faire preuve d'anticipation et d'adaptation. Donc, exactement. Tu as raison. Et Florence en parlait en début de webinaire, c'est une pratique qui est très développée dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faudrait, à ton avis, pour que ce soit un mode de travail qui soit totalement adopté en France? Moi, je dirais qu'en fait, c'est le fil rouge de toutes les activités de l'entreprise.
entreprise, c'est une communication adaptée et massive. On ne cesse de dire un peu partout qu'il faut communiquer. Donc ça, pour moi, ça va être ça. C'est que pour que ça puisse se développer en France, il faut communiquer auprès des dirigeants, notamment, puisque en tant que RH, je pense qu'on est presque tous convaincus, ou en tout cas convaincables, parce qu'on a des énormes avantages. Donc il faut communiquer auprès des dirigeants, de nos dirigeants, qui sont les premiers sponsors en fait, de la démarche, puisque eux-mêmes vont pouvoir sponsoriser la démarche auprès de leur codir, vendre l'idée. Il faut qu'ils comprennent mieux en fait comment ça s'organise, le job sharing, qu'ils prennent conscience que c'est une merveilleuse solution à tous leurs problèmes en fait, puisque ça va résoudre les problèmes de motivation, d'absentéisme, de turnover, de sens au travail. Donc pour que ça se développe, il faut absolument communiquer, et puis si possible à destination des dirigeants. Ouais. Et en tant qu'RH, quel rôle on peut jouer nous à notre niveau, à ton avis? Je vais peut-être me répéter, mais c'est d'expliquer au plus grand nombre quelle est la pratique, comment ça fonctionne, quelles sont les parties prenantes, quels sont nos intérêts, les intérêts conjoints, encore une fois. Et puis aussi, je pense qu'il faut former cette nouvelle génération. Je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi enseignant en RH et en droit social, et je ne cesse d'en parler, en fait, dans les nouveaux types d'organisations, former nos étudiants. En gros, il faut faire du lobbying. Voilà. Ouais. Et je terminerai là-dessus, mais avec ta casquette de la NDRH, est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui, on va dire, suivi, en tout cas abordé à la NDRH? Alors bien sûr, la NDRH déjà est prise d'innovation sociale, puis par le capital humain en règle générale, et moi je suis convaincue que le job sharing pour les RH, ça va devenir un des sujets les plus présents dans les prochains mois. En tout cas, du côté des professionnels RH, je suis persuadée et convaincue que c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur. Donc la NDRH étant la structure, l'association qui va gérer les nouvelles tendances, c'est vraiment à nous de s'en saisir. Il faut que nous soyons prêts pour déjà expliquer ça à nos pairs, pour qu'après ça puisse dérouler sur tout notre environnement professionnel. Ah, super, merci alors pour ce témoignage, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé avant, mais avec Florence, on a annoncé la rédaction d'un livre blanc sur le sujet pour justement pouvoir finalement compiler, on va dire, plusieurs prismes et travailler le sujet en profondeur. Donc on travaille avec plusieurs grandes écoles. L'idée, c'est de faire témoigner aussi des collaborateurs, des managers, des entreprises qui l'ont vécu, et des entreprises qui potentiellement seraient intéressées aussi, avec une partie vraiment business oriented, et puis une partie quantifiée, et aussi avec des enseignants-chercheurs sur tout ce qu'on se disait, les évolutions comportementales, les évolutions du rapport au travail, la santé mentale, enfin tous ces sujets-là. Et donc, c'est une opportunité aussi de pouvoir se dire, d'attaquer, on va dire, le sujet, et de pouvoir en parler tel que tu le disais, parce qu'on est persuadé que c'est un sujet dont il faut parler, qui est peu connu aujourd'hui et qui mérite qu'on s'y intéresse, et de pouvoir le rendre concret, et de voir comment est-ce qu'on peut transformer justement de façon opérationnelle, avec des tips, avec des retours, des analyses un peu plus poussées, quantifiées et scientifiques. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne-Laure. Merci. Ah oui, c'est toi qui partage. Voilà. Super, on a un sondage, effectivement. Alexandre, ça donne quoi? Yes. Et il y a la moitié des participants qui adorent, et il y a la moitié qui disent que ça a l'air bien et que ils ont encore besoin d'en savoir plus. Mais et voilà, il y a personne qui a répondu. Ce n'est pas pour moi. Ça aurait pu. Peut-être que ça va venir. Tout le monde n'a pas encore voté. Et voilà un peu ce que donne le sondage. Et du coup, Léna, Florence, vous avez un défi. C'est qu'il vous reste 6 minutes pour donner quelques tips. Et qu'on n'oublie pas de répondre aux 2 questions qui sont assez intéressantes. Je sais pas si vous les avez vues, mais elles sont pas mal. On va se dépêcher. Oui, l'idée, c'est de donner quelques tips, donc on va être rapide. Oui. En fait, vous l'avez entendu en fait par les témoignages, mais déjà à la base, c'est effectivement d'avoir une bonne alchimie dans le duo. On l'a vu avec Virginie et Emmanuel, et je peux aussi en témoigner par rapport à mon expérience. Être bien aligné dans le fonctionnement, donc avoir une bonne communication, que ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de transparence, et une vraie confiance. Donc l'ego, voilà, il faut pouvoir le mettre de côté, mais parce que c'est vraiment, on gère, on évolue à 2 en fait, on se fait grandir l'un l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, comment on peut le mettre en place, Lina?
Donc l'idée c'était, ça revient un peu à ce qu'on s'est dit, informer, sensibiliser, ça va passer par là. L'idée c'est de pouvoir en parler, de pouvoir accompagner, structurer, mettre en place, parce que oui, une fois qu'on a finalement présenté le sujet, qu'on a sensibilisé les parties prenantes, c'est comment est-ce que concrètement ça s'organise opérationnellement dans la vraie vie, parce que il y a des concepts, mais il y a aussi la mise en place opérationnelle qui va être prégnante. Et puis c'est accompagner et suivre, parce que effectivement c'est un mode de travail qui nécessite peut-être d'être accompagné. On voit dans notamment Flo, tu l'as vécu en Allemagne, on a des accompagnements du coaching qui peut être mis en place pour coacher justement le duo, également avec le mode de fonctionnement avec le manager ou même les équipes managées. Et puis c'est le suivi, parce que c'est la mise en place. Voilà, on va devoir effectivement structurer un petit peu les choses, le rendre finalement automatique et le rendre fluide, on va dire, dans l'organisation de nos entreprises. Donc c'est tous ces éléments-là qui font, on va dire, des bons ingrédients pour une bonne recette et pour que ça fonctionne. Donc on est rentré dans les 6 minutes. Et on peut passer aux questions. Voilà. J'avais vu une question sur sur la partie... tu les as d'accord. Existe-t-il une flexibilité légale entre le binôme pour les possibles AM? Je sais pas ce que ça veut dire AM, mais peut-être que... Alors... si je comprends bien la question, c'est finalement s'il y a un des deux binômes, un des job partners qui est pas là, est-ce que l'autre peut prendre le relais? C'est ça en fait, compenser, de ce que je comprends de la question. Est-ce que je l'ai bien compris? Je sais pas si on peut si tu peux répondre dans le chat, Romane. En tout cas, alors chacun cotise-t-il pour 100% pour la retraite? En fait, ils cotisent à hauteur de leur temps de travail. De toute façon, tout va être en fonction du temps de travail contractuel. Donc, ça ne change pas finalement. On va avoir 2 contrats de travail distincts pour chaque collaborateur, avec tout le package, on va dire, légal et contractuel. Donc ça ne va pas changer. On n'est pas sur un contrat avec plusieurs personnes qui intègrent 2 personnes sur un même contrat de travail. Là, on reste sur une relation unilatérale, on va dire, individuelle du contrat de travail. Donc après, effectivement, il y a de la flexibilité dans le sens où ça, c'est le fonctionnement du duo qui va dire, est-ce que effectivement, si tu es pas là, est-ce que tu peux prendre le relais? Est-ce que je peux échanger, par exemple, pendant une période donnée, je vais être pas dispo du tout. Est-ce que tu peux passer à 100%? Tout ça, c'est du fonctionnement, et c'est aussi en ça qu'il y a une certaine agilité et flexibilité. C'est finalement, on responsabilise et on rend beaucoup plus autonomes les collaborateurs qui sont en job sharing que des personnes qui sont dans une même équipe sur des postes différents, parce que chacun a des enjeux différents, alors que là, on a des enjeux communs et un objectif commun. Donc forcément, on a des visions et des convergences d'intérêts qui sont plus fortes. Et après, je peux vous donner un exemple aussi. Dans le binôme que j'avais en Allemagne, là, dans l'exemple que j'ai eu, mon binôme avec lequel je suis plus, mais qui m'a dit, il y a un moment donné où j'étais plus là et du coup, il s'est retrouvé tout seul, donc il a augmenté un peu, mais sauf qu'après, il a récupéré ce temps en jours de congé. Donc voilà, ça peut être, il y a une saisonnalité, il peut y avoir une saisonnalité, pas une saisonnalité, mais se lisser sur l'année aussi. Mais c'est pas obligatoire. Après, chacun, c'est à négocier avec son manager. Ouais. Autre question? Je vois pour les congés, est-ce qu'il faudra un moment pour être en full time? Alors, en fait, ça c'est pareil, c'est à l'organisation. Ça peut être effectivement un accord commun de dire je repasse en full time ou pas, mais après l'entreprise a aussi la capacité finalement d'avoir quelqu'un à temps partiel si jamais ce sont 2 temps partiels durant la période de congé de l'autre personne. Donc ça tout s'organise en fait. Ouais. Et c'est pas obligatoire. Souvent en fait, on n'est pas en full time. Enfin, moi je vois dans ce que j'ai vécu, non, je continue à faire mes journées, mais toute la semaine, en tout cas chaque semaine, il y avait finalement, il n'y a jamais de semaine sans personne. Et c'est juste qu'il y a une personne qui va être là 3 jours ou 2 jours. Mais... Et pour continuer sur ces questions administratives, la question de Dounia peut-être qui demandait comment ça se traduit. Est-ce que c'est 2 CDI? Est-ce que c'est une prestation? Non, la plupart alors, en fait, on a des témoignages qu'on a eu et puis des retours d'expérience. Florence, toi, tu étais en CDI. Ouais, moi, j'étais en alternance, donc en CDD. On a eu des exemples de managers de transition aussi, donc en prestation. Donc finalement, c'est pas vraiment le job sharing, c'est un mode de travail, mais c'est pas un statut contractuel, c'est pas un statut à une forme de contrat.
c'est plutôt une organisation du travail. Donc ça peut s'envisager sous plusieurs finalement statuts et contrats. Ça peut être 2 CDI, ça peut être un CDI et un prestat, ça peut être, enfin voilà, l'idée c'est quand même d'avoir, c'est surtout le mode de travail qui va influencer. Et ce que je voulais juste ajouter, c'est que c'est pas forcément pour toute votre vie, ça peut être aussi pour une période de votre vie. Voilà, ça peut être pour un temps et après on peut revenir à 100%. Voilà, il y a plein de, selon les personnes, ça peut se moduler de façon différente. C'est flexible. Et du coup, vous avez répondu par la même occasion à la question de Cathy. Il nous reste donc la question d'Alix qui est: est-ce qu'il existe une plateforme de recherche d'emploi proposant ce format? Question intéressante. En France, pas encore. On en a, par contre, en Suisse, il y en a, c'est sûr, puisqu'on les a vus. En France, il n'y en a pas encore. On a certaines plateformes qui notent possibilité de job sharing, mais ça reste vraiment à la discrétion et c'est pas la majorité du tout. Moi, c'est en cherchant, voilà, j'ai trouvé qu'effectivement certains cabinets ou certaines plateformes proposaient l'option du job sharing. Mais on est encore aux prémices et on n'a pas encore d'acteurs qui se sont spécialisés sur ce mode de travail. Après, toi, Léna, on a créé un groupe WhatsApp avec plutôt alors la casquette RH pour ceux qui ont envie de travailler en job sharing pour déjà créer une communauté et après voir comment on peut élargir pour que voilà, ça soit accessible à d'autres postes que les RH aussi. Et l'idée après, c'est de vous aider à matcher en fait. Voilà. La plateforme qui sera peut-être lancée par Léna et Florence du coup. Peut-être. Du coup, comme on arrive à la fin, là, on a dépassé le temps depuis 30 secondes. On a bien respecté le timing finalement, donc top. Moi, comme j'étais aussi spectateur, je connaissais un peu le sujet évidemment, mais je connaissais le sujet. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que vous aussi, les participants. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez évidemment les envoyer à Florence et Léna. On vous enverra un mail avec leurs coordonnées. Oui, parce que je vois qu'il y en a qui veulent faire partie du groupe WhatsApp, donc oui. Envoyez-nous vos coordonnées. Pardon, je t'ai coupé. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, bah voilà. Donc du coup, ce qu'on fera, c'est que je vous enverrai les coordonnées de Léna et Florence. Et puis, si le sujet vous intéresse, évidemment, vous pourrez creuser ensemble. Merci beaucoup pour votre participation, pour les questions, pour les votes dans le sondage. Merci. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Une bonne fin de semaine. Et merci Alexandre et Yumoun de nous avoir. Oui, merci de nous avoir. Avec grand plaisir. Super, un grand merci. Et merci à vous pour la participation. Ouais, ça marche. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Au revoir.